Alors, le problème des niveaux de conscience, c'est que c'est un problème difficile, parce qu'on ne peut pas demander à un animal directement s'il est conscient ou s'il n'est pas conscient. Donc, pour faire ça, il faut s'appuyer sur le comportement de l'animal et en déduire des choses. La conscience en quelque chose, sauf chez l'homme, c'est quelque chose qui ne peut s'opérer que par déduction. Alors, de ce fait, on ne peut pas donner une idée précise du niveau de conscience d'un animal. Ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde les animaux, il est clair que les animaux, entre guillemets, évolués, ont une conscience. Un chien, par exemple, a une conscience, une forme de conscience, contrairement à ce que disent Descartes et ses successeurs comme Malebranche. Mais dire précisément en quoi consiste cette conscience, c'est assez difficile. Ce qu'on peut inférer raisonnablement, c'est qu'il y a des paliers. Il est clair qu'un chien a plus de conscience qu'un ver de terre et qu'un chimpanzé a plus de conscience qu'un chien, par exemple. Voilà. Alors, les philosophes, avant de passer à la recherche scientifique, je passerai aux philosophes. Les philosophes ont essayé de définir deux types de conscience, qui sont appelés la conscience d'accès et la conscience phénoménale. La conscience d'accès, c'est une certaine capacité à avoir une conscience du monde qui nous entoure. Et ça, on peut raisonnablement inférer que tout animal évolué, chien, oiseau, poisson, et probablement même certains invertébrés comme la pieuvre ou la seiche, on peut inférer que ces animaux-là ont une certaine conscience de leur environnement et peuvent, en quelque sorte, maîtriser un certain déplacement dans leur environnement. Donc ça, c'est la conscience d'accès. On peut imaginer que la quasi-totalité des animaux, entre guillemets, évolués, je suis assez flou évidemment, disposent de cette conscience d'accès. La conscience phénoménale, c'est la conscience d'être soi. Ça, c'est beaucoup plus délicat. Il n'est pas simple de savoir si des animaux l'ont. L'homme l'a, bien entendu, puisque l'homme il peut l'exprimer par le langage. Quand le singe est capable de repérer que le singe qu'il a en face de lui, c'est lui-même, ça ne prouve qu'une chose finalement, ça ne prouve que le singe a une image de lui-même. C'est-à-dire que le singe sait qu'il existe et qu'il a une image de lui-même, et donc il a une représentation de lui-même. Donc il peut se projeter hors de lui, d'une certaine manière, il peut s'imaginer. Donc des animaux très proches de nous et très intelligents par ailleurs. Lorsqu'on met une tache de peinture sur la tête à gauche d'un chimpanzé, sur la portion gauche de sa tête, le chimpanzé se réveille, il se regarde dans le miroir et il essaie d'effacer la tache de peinture qu'il a sur la partie gauche de sa tête. Ça démontre que, contrairement à d'autres animaux, comme la majorité des chiens semble-t-il, le chimpanzé est capable de se reconnaître dans le miroir, de savoir que c'est lui, c'est moi chimpanzé, et j'efface ma tâche. C'est-à-dire que la conscience de soi, c'est quand on a la capacité de se modéliser, mais pas que soi aussi, on sait que les singes sont capables d'empathie aussi, on sait que les singes ont des modèles des autres, et qu'en fonction des autres, donc les singes ont une capacité de représentation symbolique d'eux-mêmes et des autres qui est indéniable, et beaucoup d'autres animaux d'ailleurs. Hein, bon. Alors évidemment, c'est pas aussi direct que ça, mais le résultat de ce test permet d'imaginer une conscience phénoménale chez le chimpanzé, ou une ébauche de conscience phénoménale, si on veut être prudent dans les termes. Oui, exactement. Alors, je suis de ceux qui pensent qu'un certain nombre d'animaux très évolués, très intelligents, intelligence qui se mesure par d'autres paramètres, bien sûr, c'est quand on mesure l'intelligence par d'autres choses, par des tests d'apprentissage, par des capacités à maîtriser des formes de classement, de reconnaissance de forme, etc., etc. Il y a toutes sortes de tests qui permettent de quantifier l'intelligence d'animaux, et entre parenthèses, on trouve que beaucoup d'animaux sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le pensait. En particulier, il y a certains groupes de mammifères, les éléphants, les grands singes, les grands carnivores, certains groupes d'oiseaux, les corvidés, les pics, les perroquets, qui sont remarquablement intelligents. Alors, dans ces groupes-là, moi je suis de ceux qui pensent qu'il y a probablement une ébauche de conscience phénoménale. Mais ceci dit, là je m'avance, ce que je vous dis là n'est pas un argument scientifique, c'est un point de vue en quelque sorte philosophique, une supposition, une hypothèse. C'est sûr que si le singe se reconnaît, il a une image de soi. Quand nous nous reconnaissons dans la glace, nous le faisons de manière consciente, parce que nous avons cette conscience, et on a une espèce de vécu perceptif, privé, subjectif, qui est celui-là. Est-ce que le singe a ça aussi ? Il a la représentation. Est-ce qu'il a la sensation de la représentation ? On ne le sait pas, mais je dirais que dans l'absence de connaissances, autant leur donner le bénéfice du doute. Il n'y a aucune raison qu'ils ne l'aient pas. Ça serait cruel que de leur en priver, alors que nous n'en priverions pas notre voisin. Quand un cheval voit s'approcher quelqu'un qui visiblement n'est pas habitué aux chevaux, bon, mais il le repère tout de suite. Hein, les gestes ne sont pas sûrs, la gestuelle de la personne ne sera pas sûre non plus, etc.
Il y a toujours un cheval, ce qu'on appelle le dominant, un cheval alpha ou le leader. Et donc c'est celui-là, c'est autour de lui que toute la hiérarchie du groupe, du troupeau va s'installer. Donc il y a des chevaux plus dominants, des chevaux moins dominants, certains plus soumis, moins soumis, etc. Or, le problème, nous, en tant qu'êtres humains, c'est que quand on vient travailler avec un cheval, cet instinct grégaire, cet instinct de troupeau et d'obéir à un chef reste, même si on travaille en piste. Donc tu peux être un petit peu plus ferme. D'ailleurs tu le sens, il est en train d'envahir ton espace. Hein. Impeccable. Tu vois là, il souffle, donc il commence à se décontracter, à lâcher la tension, à se dire... Pff. Er zijn wel papegaaien die inderdaad kunnen tellen, kunnen rekenen. Wees het dan wel vrij rudimentair en allemaal vrij simpel. Maar wetenschappers vergelijken het bewustzijnsniveau van papegaaien en van chimpansees met dat van mensenkinderen tot 2 jaar ongeveer. How many yellow wool? That's yellow. How many? 3, No. Try again. 2, 2 yellow wool. Very good. Now how many green block? Very good. Telling me the yellow wool. Now how many green block? 4. Good boy. Very good. Such a good boy. Yes, you can go back now. Towards our public, we of course want to bring bring much closer how valuable, how important it is to keep, first of all, the biological diversity on our planet, and how easy it can be destroyed, how easy it is destroyed often. That's why we also did a big campaign on the boat which we built here in the park, which is called SOS Biodiversity, together with the World Fund of Nature. Dat het nodig is dat onze samenleving ook op dat vlak bewust gemaakt wordt. Nous intéressons au respect de l'animal, nous regrettons que ce comité ne s'intéresse pas à tout le respect de l'animal. Parce que l'expérimentation animale, c'est intéressant de s'en préoccuper, mais il y a les problèmes de l'abattage, des corridas, de la chasse, et tout ça. Nous aimerions pouvoir donner un avis là-dessus, et ça, je pense que les instances officielles ne sont pas mûres pour cela pour l'instant. Ja, voilà. Dus ik denk dat zo'n documentaires, dat missen we. La recherche scientifique sur l'animal vivant, c'est un peu la même chose. C'est l'homme a le droit de faire prospérer sa recherche et sa médecine, et ça va se faire à l'encontre des droits de l'animal. Mais c'est en quelque sorte un aspect que je considère comme dérogatoire dans ce cas particulier. Je ne veux pas être pessimiste parce que c'est idiot, et puis que ça ne sert à rien, et puis parce que n'importe quel type d'angoisse entrave l'action, etc. Donc je ne veux absolument pas être pessimiste alors que tout y concourt. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut aujourd'hui beaucoup mieux maîtriser notre destin sur le plan de l'évolution de l'environnement, l'évolution de l'évolution, etc. Même alors, on a une manière de le faire, et je la répète, qui est la prise en charge de l'outil informatique pour simuler notre devenir. Donc je pense vraiment que ça c'est fondamental. Donc il faut que tout le monde, il faut que nous éduquions les enfants, la génération montante de nos intellectuels, à comprendre que n'importe quel type de futur est menacé, que ce soit le futur animal, que ce soit le futur environnemental, même le futur humain, et de commencer à faire des vraies simulations, de vraies projections, comme on le fait pour le climat, mais surtout, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons, par exemple, est-ce que nous avons besoin de toutes les espèces animales? Quelle est la nouvelle manière de fonctionner avec... d'une certaine manière, je répète, je pense que la Terre va toujours s'en sortir. La Terre s'est sortie de 5 extinctions massives, elle se sortira facilement d'une 6e, parce que la Terre est beaucoup plus stable que l'être humain. La Terre est beaucoup plus stable que la vie. Un rocher est plus stable qu'un être vivant. Donc je n'ai pas de préoccupation pour la Terre, je n'ai pas de préoccupation pour beaucoup d'espèces animales, je n'ai pas de préoccupation pour beaucoup d'espèces naturelles, mais j'ai de sérieuses préoccupations pour l'espèce humaine. Donc ce n'est pas la disparition de la vie qui m'inquiète, c'est la disparition de l'être humain, qui est le plus fragile de tous et qui vraiment nécessite des projections, des simulations, une maîtrise beaucoup plus grande de l'outil informatique que nous le faisons aujourd'hui.